le bull run prochain sera le bull run beaucoup plus drivé par les institutions. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la masse a déjà quand même assez drivé le Bitcoin présentement, les crypto-monnaies présentement. Il est donc temps d'arriver à un autre niveau où il y a beaucoup plus de capitaux pour pouvoir espérer encore une certaine prise de valeur considérable pour la crypto-monnaie. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile pour quelqu'un comme toi et moi d'avoir 50 millions de dollars pour acheter le Bitcoin. Mais par contre, 50 millions de dollars, c'est petit pour une entreprise. Quand on voit des projets qui lèvent des millions de dollars des centaines de millions de dollars, et que ça vient de 2-3 entreprises, et qui en réalité, ce sont des fonds dont ils sont en train de mettre à risque. Quand on dit à risque, ça veut dire qu'ils le mettent pas parce qu'ils espèrent forcément un grand retour, mais ils se disent, OK, si ça donne, tant mieux, si ça ne donne pas, tant pis. Et c'est ce que les VC font. Mais qu'arriverait-il aujourd'hui si on permet à une entreprise de pouvoir posséder le Bitcoin, ou bien de pouvoir transacter en Bitcoin? Et c'est la raison pour laquelle on a défini les cycles des crypto-monnaies comme suivant. Le premier cycle, c'était le cycle des nerds, des personnes qui étaient geeks, qui connaissaient un peu, qui tradaient un peu. Le deuxième cycle, c'est-à-dire celui de 2017-2018, c'était le bull run qui était drivé encore par les médias. C'est les gens les médias commençaient à en parler. Il y avait encore quelques personnes, quelques étudiants qui, là, ça a pris de la valeur. Le cycle précédent, c'était vraiment l'adoption. Il y a beaucoup de personnes qui sont entrées dans les crypto-monnaies au cycle précédent parce que les projets ont commencé à surfer sur la vague, les ICO ont commencé à faire des promesses, les plateformes d'investissement ont commencé à scammer, ainsi de suite. Donc, d'une certaine façon, tous ces éléments ont contribué au cycle précédent qui était le cycle drivé par l'adoption. Les deux prochains cycles, c'est le cycle qui sera drivé par les institutions. Pourquoi? Parce que les institutions, ça prend du temps. Les institutions qui vont peut-être driver le cycle suivant vont entraîner d'autres institutions à driver le cycle d'après. Donc, le cycle des institutions sera plus long parce que les institutions, ça prend du temps avant qu'ils investissent. Les entreprises, ça prend du temps avant qu'ils concrétisent les actions. Donc, les deux prochains cycles, ce sont les institutions. Et le cycle d'après sera le cycle forcément des États. Et une fois qu'on aura traversé le cycle des États, ça peut prendre 2 cycles pour les États, on sera dans autour de 2035, 2036, 2040, comme ça, à un niveau de stabilité de la crypto-monnaie où la crypto-monnaie n'aura plus les performances qu'on peut espérer, qu'on peut avoir maintenant. Ce sera un écosystème où il y aura les entreprises seront comme les Amazon avec les performances de 15%, 10%, 20%. Les entreprises seront comme l'immobilier parce qu'on sera arrivé à un niveau de stabilité. Mais avant ça, il y aura forcément de l'adoption, il y aura forcément de prises considérables de valeur pour que ça donne de la place et que ça occupe justement de la place dans cet écosystème-là. Donc, je pense clairement que les ETF, c'est un élément assez important pour driver le prochain cycle. Ce qui est en train de se passer du côté des États-Unis, l'inflation, avec le combat des BRICS et tout ça qui veut dédollariser le monde entier, ça peut également contribuer d'une certaine façon à trouver des alternatives. Et la meilleure alternative aujourd'hui, ça reste encore la crypto-monnaie. Donc, ça, ce sont deux éléments que je trouve assez marquants, assez importants, qui peuvent driver le prochain, qui peuvent accélérer le prochain bull run. Mais maintenant, on va parler des éléments qui peuvent ralentir le prochain bull run. Et on va maintenant conclure à comment est-ce qu'on se comporte. On a parlé des éléments qui vont driver, qui vont ralentir. Maintenant, on va conclure à comment est-ce qu'on va se comporter pour que tout ce qu'on a dit au début là, nos erreurs qu'on a fait par le passé là, que ça puisse aider 2 ou 3 personnes qui vont sortir de ce live en se disant j'ai appris quelque chose, je sais comment me comporter, je sais qu'il y aura un prochain bull run qui va arriver et j'ai maintenant les clés pour pouvoir réussir mon précédent bull run. Bien qu'il y a une formation sur la chaîne des risques mondiaux qui est consacrée uniquement à ce sujet, mais bon. Quels sont les éléments qui peuvent freiner le prochain bull run? Nelson, je peux me répondre pour tout le monde. Hein. Pour moi, c'est les mêmes éléments. Ce sont les mêmes éléments. Alors, il faut juste que ça se comporte contrairement.
Donc, tout ce qu'on a dit là, que ce soit les institutions, que ce soit l'adoption, que ce soit... Même s'il y a trop la paix au monde, parce que les guerres, depuis la guerre en Russie, on s'est rendu compte que les guerres accélèrent l'adoption de la crypto. Oui, comme par exemple du côté de l'Ukraine. Oui, ça médiatise la crypto et ensuite ça augmente également pratiquement sur le terrain d'adoption. Et bon, et après, bon, en termes d'adoption, si les gouvernements maintiennent un avis négatif par rapport à ça, là, ça me permet même d'embrayer sur une thématique qui est très intéressante, les CBDC. Ça, on n'a même pas parlé de ça ici. Pourtant, moi, je pense que c'est quelque chose qui va peser quand même lourd. Parce que la semaine dernière, j'étais en ville, j'achetais les fruits quelque part, et puis il y a un monsieur qui a garé une grosse cylindrée là à côté de moi, et il sort pour acheter les fruits aussi. Le gars avait laissé son badge. Tu vois, comme les gars finissent de travailler, ils laissent le badge là. Donc, le gars laisse son badge. Mon œil est passé par là, j'ai lu sur le badge, tant, banque. Donc, le gars travaille dans une banque. Et là, pendant qu'il achetait, je l'ai interpellé, j'ai dit bonsoir, excusez-moi, j'ai été un peu curieux, j'ai vu que vous travaillez à telle banque. Il dit oui, je travaille à telle banque, je vais vous féliciter et tout et tout. Et puis, je lui ai demandé, mais ça se passe comment chez vous avec la crypto-monnaie? Le gars a explosé directement. C'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Il dit non, je ne parle pas de vous, je parle de la banque, l'institution. On voit ça comment la veut dire que non, c'est interdit. Quand la COBAC interdit quelque chose, c'est interdit. Donc, on ne parle même pas de ça. Je lui dis, mais la BEAC a sorti l'autre jour une note avec une commission qui travaille sur ça. Il dit que voilà, là-bas, c'est la monnaie numérique de la banque centrale, ce n'est pas la crypto-monnaie. Et avec ça, moi, je me demande clairement, on doit s'y attendre. Les institutions, les banques centrales ne vont pas laisser que l'écosystème crypto soit aussi libéral qu'on le connaît de par le passé. Et en mettant sur pied leur CBDC, leur crypto-monnaie de banque centrale, est-ce qu'elles ne vont pas, par la suite, la prochaine étape, essayer de contrecarrer donc par tous les moyens la crypto telle qu'on la connaît aujourd'hui? Donc, je ça, vais c'est te répondre avec une question. Ouais. On a déjà l'exemple du Nigeria, ça fait un cas d'étude. Ça fait un cas d'école concernant les CBDC. Ouais. On se souvient très bien que le Nigeria a lancé le e-Naira. Quelle est l'adoption du e-Naira? Est-ce que tu as les chiffres du e-Naira? Je me suis baladé par là, c'est très faible. 0,2%. Oui, ça c'est une chose. Tous les efforts que l'État est en train de mettre sur pied pour que le Naira devienne la monnaie en fait, pour les référents, pour les transactions, mais les gens ne l'adoptent pas. C'est utilisé par les institutions, les gens qui font le gros commerce et ainsi de suite, peut-être même pas les gens qui font le gros commerce, parce que si c'est 0,2%, ça veut dire que c'est insignifiant. Donc, regarde maintenant l'expérience en Chine. En Chine, j'ai oublié le nom de la ville, ils ont tout simplement dit, ce mois-ci, tous les fonctionnaires reçoivent leur salaire en yuan, en CBDC. Oui, ça c'est un pays qui est communiste. Oui, justement, mais c'est un modèle quand même qu'on doit également observer. D'autres peuvent adopter ça. Bon, je suis d'accord. Là, on est en train de spéculer. Je mentionnais juste les facteurs qui peuvent ralentir. Si plusieurs États commencent à suivre ce genre d'exemple, nous sommes dans les économies africaines. Et les économies africaines, l'État, les fonctionnaires de l'État ne représentent même pas 20% de l'argent de la masse monétaire qui circule. Ça ne représente même pas. Là, je valide. Même si l'État aujourd'hui décide de dire on va payer nos fonctionnaires avec la monnaie de la CBDC, ce n'est pas la majorité qui se retrouve là-dedans. C'est une poignée. Mais le fonctionnaire fait quoi? Le fonctionnaire ne peut pas payer la patate au marché avec ça. Ça veut dire que le marchand donne l'argent de beignets à son enfant avec quoi maintenant, vu qu'il n'a que ça. Il va donner ça à son enfant. Son enfant va aller en acheter chez un autre. Je suis d'accord. Je ne suis pas en train de dire que ça va bloquer, je dis que ça va ralentir. Je suis d'accord. Ça peut ralentir, bien évidemment. Ça peut ralentir. C'est un facteur qui est ralentissant, bien évidemment. Mais tu sais que le problème, en réalité, n'est pas le CBDC. Le problème, c'est que la blockchain, on veut apporter ce que même les CBDC n'apportent pas. Et ce que les personnes recherchent aujourd'hui, ce n'est pas avoir une monnaie numérique, simplement. Si c'était simplement avoir une monnaie numérique, c'est que les CBDC résolveraient le problème. Et donc, comme les CBDC ne résolvent pas le problème, ça va toujours
il y aura donc toujours les raisons valides pour lesquelles les crypto-monnaies ont existé. Si aujourd'hui, un fonctionnaire, se voit peut-être être restreint de faire un certain nombre de transactions parce qu'il utilise cette monnaie-là, qu'est-ce qui va se poser comme question dans la tête, à l'esprit? Pourquoi? Je ne suis pas le prisonnier. Pourquoi je me fais prisonnier? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Est-ce qu'il n'y a pas une alternative? Et justement, la crypto-monnaie vient se positionner en tant qu'alternative. Si vous recherchez des alternatives et plein de personnes en recherche, ils vont se dire, oui, en fait, voilà des alternatives. Donc, les CDBC peuvent exister. Les CDBC peuvent exister. Ça va clairement être un frein pour l'adoption des crypto-monnaies, bien évidemment, mais les valeurs et les principes de la crypto-monnaie restent et ne seront clairement pas dans l'agenda des CDBC. Ça peut pas être... ça peut pas être dans les CDBC. Je dis encore 2 mots pour terminer ma prise de parole. Okay. L'être humain est très, très, très bizarre. Ça, c'est plus de 2 mots. Ah. C'est bon, vas-y, c'était faux. L'être humain est vraiment bizarre. Moi, je ne suis pas pour les projets CBDC et tout. Moi, je travaille vraiment en accord avec la philosophie de la crypto, de la blockchain, de la liberté financière pour chacun. Mais quand on regarde, par exemple, les projets comme le WorldCoin, c'est un projet qui m'a... Je vais faire une vidéo par rapport. Ça m'a tellement surpris. J'avais vu le buzz et tout. Je vois une file d'attente terrible. Je me dis, mais c'est pour faire quoi? Et quand je regarde, je vois que c'est pour le projet WorldCoin. C'est-à-dire, les gars, je ne sais pas si c'est parce qu'on les donne $27, c'était $27, je crois, mais c'était combien de dollars? Ou bien si c'est parce qu'ils sont fans du projet. Mais tu sais très bien que... C'est pas parce qu'ils sont fans du projet. Ils ne comprennent majoritairement pas le projet. Tu vois? Et ça peut... Les CBDC, même les gars cachent un peu. Les gars vont essayer d'expliquer un peu, mais le WorldCoin, les gars, je pense qu'ils ont dévoilé le côté vraiment sombre et diabolique de leur projet. Mais les gars... mais c'est l'être humain. C'est l'être humain qui est assez, parfois... en fait, tu ne comprends même pas s'il est conscient des valeurs que certaines personnes sont en train de défendre. Parce que j'ai clairement dit que le WorldCoin, c'était un projet qui, en fait, pour moi, personne ne devrait même y aller s'il comprenait justement les enjeux qu'il y avait derrière. Si on essayait de comprendre un peu les impacts et même les valeurs prônées par la blockchain, je ne pense pas que quelqu'un irait vers WorldCoin. Mais comme l'être humain et comme les personnes qui vont dans les chaînes de Ponzi et tout ça, qu'est-ce qui les intéresse? Ben, c'est de se faire de l'argent. Donc, on les dit, est-ce que tu te souviens qu'il y a une entreprise où on a demandé d'injecter des puces dans certaines personnes contre le hamburger et ces personnes ont accepté? Contre le hamburger? Le hamburger, je te dis bien le hamburger. Ah donc on te donne le hamburger, on t'injecte la puce. Oui, si tu acceptes qu'on t'injecte une petite puce là pour faire une petite expérience. Qui va accepter? Répondez dans le chat. Qui va accepter? Qui va accepter? Répondez dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va accepter ici? Non, moi je suis certain qu'il y a des gens qui vont accepter. Qui va accepter? Et ceux qui ne sont pas, ceux qui sont honnêtes vont réellement dire qu'ils vont, que plusieurs ils vont accepter. Mais les gens ont accepté. Les gens ont accepté. Et oui, c'est curieux, mais c'est vrai. Donnons la parole à Boari parce qu'il va nous quitter bientôt. Qu'il me dise aussi également ce qu'il pense avant qu'on se sépare, avant qu'il nous laisse. Nous, on va un peu continuer. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, je vais donner juste mon avis parce que là, vraiment, je dois courir, j'ai un autre rendez-vous. Vraiment, pour moi, ce qui peut... tu as parlé de ralentir le prochain bull run, en fait. Pour moi, le facteur principal qui peut ralentir le prochain bull run, ce sont les... On appelle souvent ça quoi? Les restrictions des gouvernements, les sanctions du gouvernement par rapport, ou bien la réglementation. C'est la régulation des crypto-monnaies, en fait. De tout ce qui a trait aux crypto-monnaies par les institutions. C'est ça le facteur très important qui, selon moi, qui peut véritablement ralentir le prochain bull run. Ça va beaucoup affecter. Un peu comme la loi MiCA dans le cadre de l'Union européenne. Exactement. Donc, si on a des lois comme ça, pareillement, peut-être en Afrique, en Asie, aux États-Unis, et avec tout ce qui est en train de se passer à la SEC, avec la SEC, c'est également l'un des éléments qui, je vais dire, qui est en train de plus ou moins d'affecter le prochain bull run. Parce qu'on voit la SEC
que voilà, quand ce n'est pas Binance que la SEC poursuit, c'est Coinbase. Quand ce n'est pas Coinbase, c'est un autre gars de la crypto que Binance poursuit, c'est FTX, c'est telle personne. Et ces différentes poursuites judiciaires, ces différents trucs qui sont en train de se passer vont potentiellement rendre des gens sceptiques, vont rendre des institutions sceptiques, vont rendre des particuliers sceptiques et peuvent potentiellement ralentir l'adoption des crypto-monnaies. Quand quelqu'un va peut-être, si on prend des réglementations en ce qui concerne les crypto-monnaies, et qu'on dise peut-être que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé que désormais, avec les crypto-monnaies, ce n'est plus possible d'utiliser les cryptos, il faut passer par un autre système, ou bien forcément, on va commencer à imposer les taxes sur les crypto-monnaies, ou bien à retirer, on appelle ça souvent quoi, l'impôt sur la plus-value en ce qui concerne les cryptos. Quand quelqu'un va comprendre qu'il y a dans tous ces mécanismes lesquels l'État s'est mêlé, il y a toute une réglementation pour ça. La personne va dire, bah, mieux, je reste dans mon système traditionnel, les cryptos là, non, je ne veux pas ça. Quand une entreprise va connaître que bon, au lieu de passer par la crypto, c'est encore imposé également, la personne va dire, OK, au lieu de passer là-bas et subir encore une double imposition, mieux, je reste dans le système classique où je subis seulement une seule imposition. Donc, je pense qu'il y a la réglementation, il y a également ce que la SEC est en train de faire actuellement parce que c'est vraiment la SEC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'autorité chargée de la sécurité en tout ce qui a trait au marché financier aux États-Unis. Et comme c'est l'un des plus grands, du moins c'est le plus grand au monde, parce que quand la SEC parle, enfin, personne ne va plus parler en fait. Donc, avec ce qui est en train de se passer, lorsque la SEC va faire ce qu'elle est en train de faire actuellement, je pense que si ça perdure sur le long terme et si ça touche encore d'autres acteurs du domaine, franchement, ça va ralentir potentiellement le bull run. Et il y a également les réglementations dans les États. Gary Gensler va démissionner. On va les licencier. Donc, pour moi, voilà les deux facteurs qui peuvent potentiellement nous ralentir du prochain bull run en fait. Parce que ça va tant impacter sur le plan macro, mais également sur le plan micro. Voilà. Dès que Biden part, Gary part aussi.